Vendredi 22 décembre 2017, jour de votre émission Plateau Foot Europe, numéro 476, jour anniversaire également de Franck Nounyama, rédacteur en chef de Radio Sport FM. Au menu de ce nouveau numéro, le décryptage des majeurs avec Manchester City qui domine outrageusement la première ligue anglaise. En Liga, l'Atlético Madrid, nouveau dauphin du Barça, qui se rend au Santiago Bernabéu demain pour El Clasico face au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain et le Bayern clôturent en beauté l'année 2017. Saint-Etienne et Bordeaux sont dans la tourmente. Question des auditeurs, thèmes sportifs et top 3 africains sont au rendez-vous. Plateau Foot Europe exceptionnel avec la Dream Team en place. Bonjour Roméo Yetor. Bonjour Angelo Folique, bonjour à tous les auditeurs. Comment estás? Je vais très bien. Ah oui. Bientôt le week-end. Ah oui. C'est un jour heureux également pour nous. Donc, sans oublier que demain... Voilà. Il y a un grand match attendu par la planète football. Le Classico, un match qui se joue sur plusieurs plans, sur le plan politique également. On en vient tout à l'heure. Et elle est également là. Bienvenue, Sa Majesté Fifi Asogbavi. Bonjour. Bonjour Angelo, je salue le plateau et puis les invités qui sont avec nous ce matin. Comment vous vous portez? Ça va, en pleine forme. Oui. Et juste en face de vous, je pense que lui aussi il est en forme ce matin. Il est bien habillé. Il a un style américain aujourd'hui. Armel Waba, good morning. Good morning. How are you today? Enfin. Vraiment, ça va? Ouais, ça va. Ça va beaucoup mieux? Prêt pour le Classico? Très bien. On salue également Ezekiel Ayataï qui peut-être va nous rejoindre en studio. Également l'anniversaire du jour. Franck Nounyama est en route. Nous saluons également en studio avec nous ce matin Noël de Souza, un confrère. Et puis un inconditionnel du Real Madrid. Il s'appelle Raymond. Il est là également. Raymond à Siobo justement. On va les écouter tout à l'heure par rapport à ce grand match qui nous attend, qui attend tout le monde, tous ceux qui aiment le football, le beau football. Un peu déçu pour l'heure même. Un peu déçu pour l'heure, programmé à oui, c'est à midi. Les Asiatiques, certainement pas. Le business oblige, n'est-ce pas? Le business oblige. Mais bon, on va quand même s'intéresser à ce match dans quelques instants. Mise en onde de ce numéro 476, oui, elle s'appelle Sa Majesté Pelagé Mekoum. Et l'homme à devant, on s'intéresse au webmastering. Vous pouvez avoir cette émission en vidéo sur le www.radiosportfmtv.tg.com et bien sûr la présentation. Moi je suis Angelo Folique, Plateau Foot del Europa. Aquí vamos. Et on va s'intéresser au premier majeur dans ce numéro 476. Il s'agit bien sûr de la première ligue anglaise avec ce gros match attendu au Etihad Stadium entre Manchester City et Tottenham. Et à l'arrivée, Armel, ce sont les Sky Blues qui s'imposent avec la manière. Et oui, avant le début même de ce match, Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham en conférence de presse d'avant-match, a affirmé, Angelo, we are going to play against the best team not only of England but Europe. Ah oui. Traduction, nous allons jouer contre la meilleure équipe, non seulement la meilleure équipe d'Angleterre, mais aussi d'Europe. Je pense qu'il a tout raison. Les hostilités ont démarré juste à la 14e minute. Un corner du Roi Sané pour Ilkay Gundogan, étrangement libre dans la surface de réparation, 1-0 pour Manchester City. Et si le score n'a pas évolué jusqu'à la fin des premières 45 minutes, c'est tout simplement parce qu'on a eu un gardien français, Hugo Lloris, qui était impérial, et aussi de la maladresse de la part des attaquants de City. Mais City n'est pas arrivé dans ce match pour faire de la figuration. On aurait pu croire que Tottenham allait revenir dans le match, mais c'est bien sûr City du retour des vestiaires qui a, corsé l'addition. 68e minute, grosse semelle de Dele Alli sur Kevin De Bruyne. Ça aurait pu mériter un rouge, mais l'arbitre, il s'en sort, l'anglais, avec un bon carton jaune. Mais non, De Bruyne va se venger 2 petites minutes plus tard. Pourtant, avec une touche à l'avantage des Spurs dans le camp de City, c'est bien le milieu de City qui récupère le ballon. Gundogan lance en profondeur De Bruyne qui fixe son vis-à-vis, remet le ballon sur son pied gauche et fusille une deuxième fois Hugo Lloris qui s'incline dans ce match. Alors, on va continuer. 4 minutes plus tard, De Bruyne, décidément intenable dans ce match, va obtenir un penalty que
que Gabriel Jesus va même s'offrir le luxe de rater. Lui qui est entré entre-temps à la place d'Aguero va rater donc ce penalty. Mais non, City, décidément, cette équipe, elle est impressionnante. Un jeu à 3, Gundogan, Leroy Sané pour Raheem Sterling. À la conclusion, ce même Sterling va revenir pour porter le score à 4-0 avant qu'Eriksen ne trouve sur une belle frappe croisée. Voilà le but de l'honneur, on va dire, mais anecdotique, c'est bien City qui s'impose 4-1. C'est la 16e victoire de rang de cette équipe des Sky Blues, record en Première Ligue. C'est impressionnant, tout est dit dans ce résumé de Armel Waba. Romeo Yetor, oui, la dernière fois on a vu une belle opposition entre les deux formations, mais City est un cran au-dessus de Tottenham. Oui, cette année, on a constaté clairement que City veut tout gagner en Europe, la Première Ligue, la Ligue des Champions, même s'il y a d'autres trophées. Je crois que les Citizens sont taillés pour aller chercher ces trophées-là. Moi, ce que j'aime du côté de cette équipe-là, c'est la régularité au niveau de ses buteurs. Vous prenez Kevin De Bruyne, il arrive à décanter les situations. Vous prenez Sterling, il est là. Mais cette fois-ci, c'est Gundogan qui se mêle à ce festival de buts des Sky Blues. Je pense que c'est tout mérité pour Manchester City. Maintenant, quand on prend Tottenham, on sait que c'est une équipe qui évolue en dents de scie, surtout face au gros de cette Première Ligue. Les Spurs n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu et ils sont tombés sur le Rock City. Et City a gagné 4-1. Mais il faut également remarquer que City, même si cette équipe marque de but, elle ne baisse pas le bras, elle continue jusqu'au bout, elle ne lève pas le pied. Et dans les 80, dans le temps, on va dire dans les derniers instants, vous avez constaté qu'il y a eu 2 buts qui ont été marqués à la 90e minute. Ça veut dire tout simplement que l'option offensive des Citizens mérite d'être soulignée dans cette rencontre. Tottenham est tombé sur un gros morceau, voilà, ils ont perdu. Je pense que les Spurs vont vouloir se relancer sur le match qui va arriver, sauf que City est sur une très belle lancée. Fifi, lorsque City est en train d'éliminer progressivement ses concurrents immédiats, ça veut dire que le titre s'approche de plus en plus? Oui, je crois que nous l'avons dit ici par le passé que après avoir battu, je crois, Liverpool, Manchester United, maintenant Tottenham, pratiquement tous les grands sont passés. On a l'impression qu'en Angleterre, maintenant, il y a City et puis il y a les autres clubs. Et c'est un écart considérable aujourd'hui et je ne vois pas ce qui va arrêter cette équipe-là pour gagner le titre. C'est vrai qu'il ne faut pas, nous ne sommes qu'à la phase allée du championnat et il ne faut pas trop crier victoire en même temps, mais quand on voit la facile, sur son poursuivant. Oui, la facile manière de gagner de City, Tottenham, pour moi, je me disais que Tottenham allait quand même résister un peu. Oui. Je savais que ce serait difficile pour eux, mais perdre jusqu'à 4-1 et puis dans un match où City, j'ai suivi le match surtout en première période, City pouvait marquer plus de 4-5 buts en première période, on n'aurait pas crié au scandale. Et je me dis c'est trop facile pour ces joueurs-là et je crois que le titre sera pour cette saison. Bienvenue Franck Lunyama. Merci. Vous êtes l'homme le plus heureux aujourd'hui. On peut le dire. Comment vous allez? Ça va. En pleine forme, hein? Comment vous vous sentez ce matin? Je me sens bien, heureux parce que le très haut nous a permis de continuer à avoir la respiration, le souffle de vie. C'est important pour un homme. Donc, et puis c'est un vendredi particulier. Je suis un vendredi et l'anniversaire tombe encore sur un vendredi. Donc quoi, c'est une double célébration. Oui, on peut le dire. Vous êtes invité, hein, c'est ça. On va s'intéresser à une autre formation également qui a fait fort lors de cette 18e journée, c'est Liverpool. Bon, face à une formation de Bournemouth, 4-0. Oui, Bournemouth qui s'est incliné, comme tu l'as dit, face à Liverpool. Pourtant, à domicile, cette équipe de Bournemouth s'est lourdement inclinée, 4-0. Tout le monde est passé par là. C'est un peu comme City. On a eu Sadio Mané, on a eu Mohamed Salah. Voilà, donc c'est une équipe très, très en forme de Jürgen Klopp en ce début de saison également. United également a fait le service minimum, hein, on peut dire. Ouais, United, difficile victoire. Il faut dire que United traîne encore les séquelles de la défaite dans le derby mancunien. United a le mérite d'aller s'imposer à West Bromwich en déplacement. Donc voilà. Lukaku a marqué.
Lukaku. Il semble. Les autres résultats, Armel Waba? Les autres résultats, Chelsea, on va champion en titre. Voilà, oublier le champion en titre. Les Londoniens à domicile, courte victoire également face à Southampton. Arsenal également, courte victoire décidément. L'autre équipe londonienne, c'était face à Newcastle United qui ne va pas du tout bien. La belle opération de West Ham à l'extérieur sur la pelouse de Stoke City. Et également la très belle victoire de Huddersfield, 4-1 face à Watford, c'était également en déplacement. Et pour terminer, Everton qui se refait une santé, c'était face aux Gallois de Swansea. Et grâce à l'inoxydable Wayne Rooney qui continue à marquer. Dans ce match, il a même raté un penalty et s'est rattrapé juste derrière. Voilà. Au classement, City a 11 points d'avance sur son poursuivant immédiat. City qui a 52 points, suivi de Manchester United 41 points. Chelsea est 3e avec 38 unités. Liverpool est 4e, 34 points. 5e, Arsenal 33 points. Tottenham se trouve à la 7e position avec 31 points. Au bas du tableau, on a Newcastle classé 18e avec 15 unités. 14 pour West Bromwich Albion et puis 12 pour les Gallois de Swansea. Au classement des meilleurs buteurs, nous retrouvons l'Égyptien Mohamed Salah avec 14 buts, suivi de Harry Kane, le Prince, 12 réalisations, et puis de Raheem Sterling de Manchester City, 11 réalisations. La prochaine journée qui démarre ce vendredi avec un fumant ce vendredi Arsenal-Liverpool. C'est Arsenal qui reçoit les Reds à l'Emirates Stadium. Ça va être un match très disputé. Et demain, on peut continuer avec les oppositions. Everton qui accueille les Blues de Chelsea, Brighton qui va recevoir Watford, Manchester City. On va attendre si il y aura 17e victoire. City reçoit Bournemouth. Bon, ça doit passer. On voit Roméo qui sourit. Allez, on peut aussi parler de Leicester qui va accueillir dans un grand match Manchester United. Ah, ça serait un grand match. Un grand match. Et on rappelle que Arsenal-Liverpool, c'est ce vendredi à partir de 19h45, temps universel. Thank you very much, Mr. Armel Waba. Thank you. Sans oublier qu'il y a le retour également gagnant de Zlatan Ibrahimovic. Moi, je ne l'ai pas trop. En Coupe de la Ligue. non. Il n'est pas gagnant. Ça coïncide avec votre retour. Et cette fois-ci, on file en Outre-Rhin. Di Natale, 22 gol in questo campionato. Serie D italiana. E poi Floro, 2-0 Udinese, questa volta il gol è buono. Alors, on va s'intéresser à la Serie A italienne. Le patron de ce championnat n'est pas parmi nous ce matin. On va s'intéresser à la 17e journée qui a vu un match, on peut dire, assez intéressant entre l'Atalanta Bergame, 3 buts partout face à la Lazio Rome. Il y a également la victoire de Spal, 2-1 devant Benevento. Et puis, cette contre-performance du Milan AC face au Hellas Vérone, 3-0. Franck Lugnama, rien ne va du côté des Rossoneri. Rien ne va. On pensait qu'avec l'arrivée de Gennaro Gattuso, qui connaît bien la maison, tout pouvait évoluer, mais ça ne semble pas bouger pour les Rossoneri. Je crois que le Milan a un problème profond à régler, parce que lorsqu'on voit un peu l'histoire de ce club aujourd'hui, Milan reste un club comme tous les autres, alors que ça ne devrait pas être le cas. Lorsqu'on voit aussi l'argent mis sur le marché cette saison, plus de 200 millions d'euros pour permettre à cette équipe de se relever, mais c'est toujours pas le cas. Je crois qu'il y a un problème de discours, un problème de psychologie, un problème rapidement à régler, et je pense que ce n'est pas Gennaro qui va faire cette affaire. Quand on s'appuie un peu sur ce que Clarence Seedorf, un ancien de la maison, Pippo Inzaghi, un ancien de la maison, ont fait, je ne pense pas que ce soit le problème des anciens joueurs, mais il faut s'asseoir et réfléchir pour donner, on va dire, une autre couleur à cette équipe. Pour l'instant, le Milan, ce n'est pas le Milan qu'on connaît, et il faut rapidement réagir. Roméo, il y a des situations de crise du côté du Milan aussi. Surtout quand on aligne les contre-performances. Gattuso a commencé avec un match nul et cette fois-ci il perd. Je crois que le problème est lié à toute l'Italie, parce que rares sont ces joueurs-là qui aiment évoluer du côté de la Serie A italienne, parce que c'est un championnat qui n'est pas aussi, on va dire, spectaculaire. Quand vous prenez l'Espagne, beaucoup sont ces joueurs-là qui aimeraient jouer, surtout quand tu prends Barça et le Real Madrid. Ce sont des clubs qui apportent beaucoup plus à la Ligue espagnole. En Angleterre, pareil, mais en Italie, si ce n'est pas la Juve,
c'est fini, quoi. Donc, cette année, je pense que, ou les saisons à venir, il va falloir que les clubs, les autres, arrivent également à proposer autre chose pour que les joueurs soient aussi attirés par la Serie A italienne. Sinon, ce n'est pas le problème du Milan, c'est ça. Et la dernière fois, Gennaro Gattuso et tous ces joueurs qui se sont mis à l'écart, loin de la presse, loin de... Coupé du monde. De la famille. Mais c'est aussi un problème de dirigeants. Justement. C'est un problème de dirigeants quand on voit les nouveaux investisseurs qui sont venus. Surtout asiatiques. Asiatiques, voilà. Ils ne sont pas réputés pour leur patience. Ils veulent tout de suite le résultat. Or, quand un club arrive à mourir de cette façon, il faut énormément de temps pour se relever. Le temps que visiblement ces Asiatiques ne veulent pas accorder au Milan AC. Et l'autre club actuel leader du championnat, le Napoli, n'a pas perdu du temps face au Torino, corrigé 3-1. Il faut reconnaître que Kalidou Koulibaly, déjà à la 4e minute, avait ouvert le score pour les Napolitains. Autre score, c'est également la défaite de l'Inter Milan. Fifi battu 3-1 par l'Udinese. Première défaite de la saison. Oui, c'est surprenant mais il fallait s'y attendre à un moment donné. On ne peut pas gagner tous les jours et même au grand club, ça arrive des fois de perdre par moment. Mais j'espère que l'Inter va se réveiller rapidement, va se remettre au travail pour revenir encore plus fort. Et la Juve qui s'est imposée 3-0 face à Bologne avec un magnifique coup franc signé Miralem Pjanic. Autre résultat, 1-0 pour Crotone face au Chievo. L'AS Roma également épingle 1-0 Cagliari. Et puis le Genoa, non pas le Genoa mais la Fiorentina fait match nul. 0 partout face au Genoa. Et au classement, nous avons le Napoli qui est premier avec 42 points, suivi de la Juventus 41 unités. L'Inter Milan est 3e avec 40 points. L'AS Roma est 4e avec 38 points. On va s'intéresser au classement de Milan AC qui est en 8e position avec 24 unités. Ça fait quoi? 7 victoires, 3 matchs nuls et 7 défaites depuis le début de saison. Et puis au bas du tableau, nous retrouvons Spal, 14 points. 19e, Hellas Vérone, 13 points. Et puis Benevento qui compte, devinette, combien de points? Un point. Ah oui, vous êtes très très bon. Un petit point depuis le début de saison. Merci beaucoup. Avec un but d'un gardien de but. On va s'intéresser à la 18e journée qui démarre ce vendredi. Chievo qui reçoit Bologne, Cagliari qui joue contre la Fiorentina. Demain, samedi, la Lazio face à la Crotone. Sassuolo face à l'Inter Milan. Sassuolo qui est un club qui est cher à Franck Nugnama, bien sûr. On va également suivre cette belle affiche entre le Napoli et la Sampdoria de Gênes. Benevento joue en déplacement le Genoa. L'Udinese sera face à Hellas Vérone. Le Milan se joue à domicile l'Atalanta Bergame. Et puis un choc entre la Juventus Turin et l'AS Roma. Et donc là, c'est le match entre le 4e qui reçoit le 2e. On va suivre tout ça ce week-end et les résultats dans le prochain numéro de Plateau Foot Europe. La pause et on va aller cette fois-ci le pays où le football rime avec la bière. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, nous parlons de, je pense, la 17e journée de Bundesliga, c'est ça? Naturellement. Le dernier match de la phase aller. Voilà. Alors, la 17e journée de la Bundesliga, on a eu comme toujours 9 matchs. Mönchengladbach a dominé Hambourg 3-1 avec un but du jeune frère d'Eden Hazard, Torgan Hazard, qui a marqué. Et puis Raphaël qui a réalisé un doublé pour Mönchengladbach. Stuttgart et le Bayern de Munich, ça n'a pas marché pour Stuttgart, battu à domicile par le leader, 1-0, but de Thomas Müller. Oui. Werder a fait jeu égal avec Mayence 2-2. Cologne a dominé Wolfsburg 1-0. Francfort et Schalke 04 2-2. Augsbourg, Fribourg 3-2. Et puis un triplé d'Alfred Finnbogason, ça il faut le rappeler. Dortmund a dominé Hoffenheim 2-1 avec un but de Pierre-Emerick Aubameyang et de Pulisic. Hanovre, le club du Togolais Illas Bebou a fait un match spectaculaire avec le Bayer Leverkusen. Oui. À l'arrivée, 4 buts partout avec le premier but marqué par Illas Bebou dès la 12e minute. Leipzig et Hertha. Et Leipzig a perdu à domicile devant Hertha. 2 buts contre 3 avec un but de l'Ivoirien Salomon Kalou pour Hertha. Au total, 36 buts ont été marqués, soit une moyenne de 4 buts par match. C'est la journée la plus prolifique depuis le début de la saison. 3 matchs nuls.
Et au classement, on retrouve naturellement le Bayern qui est le patron de l'intersaison avec 41 points, suivi de Schalke 04, 30 points. L'écart est grand déjà, 11 points d'écart entre le premier et le deuxième. Le Borussia Dortmund arrive en troisième position avec 28 points. 28 points aussi pour le Bayer Leverkusen, 4e, 5e Leipzig. 28 points aussi au bas de tableau, on retrouve Stuttgart, 14e, 17 points. Mayence, 15e, 17 points. Werder, 15 points, 16e. 17e, Hambourg, 15 points aussi. Et le dernier qui reste Cologne avec 6 petits points. Au niveau des buteurs, nous avons Robert Lewandowski qui a 15 buts, dont 4 pénaltys. Deuxième, Pierre-Emerick Aubameyang qui a 13 buts avec 3 pénaltys. Troisième, Alfred Finnbogason, le joueur d'Augsbourg, qui a réalisé un triplé sur cette dernière journée. 11 buts et 3 pénaltys. Et puis le top 4 est bouclé par Kevin Volland du Bayer Leverkusen, 9 buts. Il faut rappeler quand même que malgré une saison difficile de Pierre-Emerick Aubameyang, il a signé, il a prolongé son contrat jusqu'en 2021. C'était surprenant, mais il semble qu'il y avait déjà un accord entre le patron de cette équipe, le directeur sportif, j'allais dire Michael Zorc, qui a révélé en conférence de presse qu'il y avait déjà une prolongation avec une revalorisation salariale. Vous savez que au-delà de tout ce qu'il fait avec le Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang n'arrive pas à convaincre les grands d'Europe. Il y avait beaucoup de clubs sur ces traces, mais après ces clubs se sont refermés, se sont ravisés. Donc il a choisi de prolonger avec une revalorisation salariale assez intéressante. Donc pour cette première phase, on va dire que la meilleure attaque reste le Borussia Dortmund, bizarrement avec 39 buts. Et la meilleure défense, c'est le Bayern de Munich avec seulement 11 buts encaissés. Et la défense la plus perméable, vous pouvez la trouver, c'est Cologne, avec 32 buts encaissés. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette phase aller. L'autre journée, c'est-à-dire la 18e, ça fait l'année prochaine. Et ce sera le 12 janvier. Ah oui, c'est assez là. Voilà. C'est clair. Ils ont tout le temps pour se reposer. Les Allemands. Et ils ont l'occasion de faire la fête. Exactement. C'est pas comme en Angleterre où il y a... et je pense qu'en Allemagne, ce sont les femmes des professionnels du dehors qui sont très contentes. D'abord, ils commencent très tard. Et voilà, quoi, ils ont aussi l'habitude de terminer très tôt. On va s'intéresser à la performance de cette phase allée du Togolais Ilas Bebou avec la formation de Hanovre. Il a en tout disputé, on peut dire, 14 matchs et il a inscrit 5 buts. C'est un bon ratio pour lui? Oui, c'est très bon parce que le niveau de la Bundesliga est très élevé. Donc, si vous arrivez à vous faire distinguer, je pense que c'est bien pour le Togolais. Maintenant, il va falloir qu'il tente de progresser parce que il est pour l'instant moyen, à mon humble avis. Il va falloir qu'il progresse davantage pour avoir ne serait-ce que beaucoup plus de place à être titulaire à chaque rencontre. Et puis, oui, j'aimerais ajouter qu'il n'a pas débuté en Bundesliga au début de la saison. Il était en deuxième division. Il y a eu quelques journées avant qu'il ne signe avec le club. Et il n'a pas été épargné par les blessures également. Exactement. Il y a eu quelques journées où il n'a pas été présent. Ça aussi a diminué un peu ses performances, mais déjà c'est acceptable pour lui venir comme ça, s'imposer dans ce club-là, être titulaire plusieurs fois et puis souvent marquer des buts également, c'est impressionnant. Et comme l'a dit tout à l'heure Roméo, il faut qu'il élève davantage son niveau de jeu pour qu'on puisse le retrouver dans les années à venir dans un club plus huppé en Allemagne. C'est important, c'est un joueur en devenir pour le Togo et c'est une fierté déjà de voir un Togolais évoluer à ce niveau. Comme Fifi l'a dit, il n'était pas en Bundesliga au début de cette saison. Il était du côté de Fortuna Düsseldorf. Voilà, ça a été quand même un contrat surprenant parce que personne ne s'y attendait. Donc le joueur a tapé dans les yeux du technicien de Hanovre qui compte beaucoup sur lui. Exact. Malheureusement, il a connu quelques petites blessures qui l'ont éloigné quelques semaines des pelouses. Maintenant, 14 matchs sur 17. Je pense que ce n'est pas mauvais. C'est un joueur qui peut encore progresser. 9 fois comme titulaire. Oui, et 5 buts derrière. Je pense qu'il a la progression devant et c'est un travailleur. Je pense que l'équipe nationale pour l'avenir doit pouvoir compter sur ces genres de joueurs.
Armel, votre avis sur Ilas Bebou, sa mi-saison? Oui, j'avoue que moi, personnellement, je ne le connaissais pas trop. Mais là où je suis très heureux, c'est que décidément, au Togo, on n'a pas ce souci-là de préparer la relève. Du coup, avec Bebou, avec Djenda Konan en Espagne, je pense qu'il y a quand même cette relève-là qui vient. Adebayor ne va pas rester éternellement en sélection. Et donc, quand déjà un attaquant se fait remarquer, c'est tout à l'avantage du peuple togolais. File donc Réar Nounyama, on vous dit encore quoi, Froyo Gebustag, hein? On va en revenir tout à l'heure. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui c'est vous le patron, c'est vous, comme disent souvent les jeunes, c'est vous la chose quoi. Donc merci beaucoup. On est ensemble. On va filer de l'autre côté. Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous parlons de la Ligue 1 Conforama avec le Paris Saint-Germain, tout en douceur, tout en beauté, qui clôture en fanfare. Fifi. qui termine champion de... Ah oui. Vous avez remarqué son sourire? Ah oui, c'est clair. C'est la manière dont il annonçait. C'est un sourire parisien. Il m'a fait rire au fait. Il termine avec une victoire face à Caen. 3 buts à 1, mais une fois encore, le Paris Saint-Germain a encaissé. Parce qu'il y a eu deux journées, déjà le week-end dernier et puis le mercredi et lors de la... C'est pas bon pour le Paris Saint-Germain d'encaisser face à des équipes comme ça, c'est ça? Oui, c'est que tous les spécialistes sont en train de dire qu'il y a un problème avec la défense du Paris Saint-Germain. Et même face aux petits, le Paris Saint-Germain encaisse. Même si c'est sur penalty, il y a eu quand même des erreurs de défense qu'on a constatées dans ce match-là. Edison Cavani, Kylian Mbappé et puis Berchiche ont été les auteurs des 3 buts parisiens. Mais avant ce match-là, le Paris Saint-Germain avait déjà dominé Rennes. 4 buts à 1. Bon. Encore le Paris a encaissé grâce notamment à Neymar, à Kylian Mbappé, à Edison Cavani. Neymar pas 2 fois. La Cavani revient tout le temps quoi. Il est très en forme. Il a eu l'idée du record de Zlatan Ibrahimovic. C'est clair. De toute façon, il l'a déjà battu parce qu'il reste encore 19 journées. Bien sûr. À cette allure-là, on sait qu'il va aller très très loin. Il va marquer beaucoup de buts cette saison. Vivement. Et Lyon qui domine Toulouse. 2 buts à 1 en déplacement. Nabi Fekir et puis Raphaël sont les auteurs des 2 buts. Oui. Et Monaco qui gagne également face à Rennes 2 buts à 1. Falcao, Keita Baldé sont également les auteurs des 2 buts. Marseille qui s'est fait peur mais finalement qui gagne 3 buts à 1 face à 3 Dimitri Payet. Gustavo et puis Valère Germain qui maintenant a retrouvé une confiance et parce que Mitroglou était sur le banc, c'est ça. C'est tout à fait normal quand on voit l'entrée de Mitroglou face à Lyon la journée précédente, on se demande, moi je me demande toujours pourquoi un joueur comme Clinton Ndiaye est sur le banc. Parce que je ne comprends pas, est-ce qu'il y a un problème et on le met sur le banc. Mitroglou qui entre face à Lyon qui pour moi n'a rien démontré dans cette rencontre. Lille qui fait un match nul, 1 but partout face à Nice. Guingamp qui domine 2 buts à 1 laisse Saint-Etienne. Encore Saint-Etienne qui coule encore. C'est très dur. C'est dur pour les Verts. J'ai suivi leur match Saint-Etienne, c'était face à Monaco. Monaco, oui. L'ambiance était incroyable. On sent un club totalement dans le fond. Avec des dirigeants pas sereins du tout, il va falloir repenser le football là-bas. Et puis, en temps, on a changé. Avant ce match-là, Sablé n'était plus le numéro 1. On a amené Gassé, je crois. Sablé, Gassé. Gassé, c'est un duo. Ça n'a rien changé. Un featuring qui ne marche pas pour l'instant. Je ne connais pas l'ambition des dirigeants on va s'intéresser à cette formation de Saint-Etienne. C'est bizarre d'envoyer quelqu'un qui est en train d'apprendre, qui n'a même pas tous les diplômes requis pour entraîner un club de Ligue 1. On force les choses. Sablé n'apporte rien et n'apportera rien. Et je crois qu'on a commencé par parler dans les coulisses d'un retour de l'ex-entraîneur Galtier. Bien sûr. Ça se dit dans les coulisses. Il se dit que c'est lui qui arrive quand même à tenir un groupe et qui apporte quelque chose de bien à l'histoire de ce club. Donc c'est un échec de pouvoir accepter Sablé à la tête de cette équipe. Roméo, on a l'impression que les grands clubs à un moment donné quand même traversent des moments très très compliqués. Surtout quand vous n'avez pas une politique assez forte, c'est ce qui arrive.
on sait que Saint-Étienne, depuis le départ de Aubameyang, cette équipe ne fait que chuter. Et on n'a pas cette volonté de pouvoir redonner vie au vert, parce que Saint-Étienne, quoi qu'on dise en France, fait partie des grands clubs. Et nous parlons du club le plus titré en France. De la Ligue 1. Surtout en matière de championnat. Et Saint-Étienne qui traîne, je pense que peut-être c'est les dirigeants qui n'ont pas cette envie de revoir l'équipe jouer les premiers rôles en France, parce que quand vous voulez voir votre équipe dominer le championnat, il faut véritablement investir. Et là, je ne vois pas les dirigeants de Saint-Étienne dépenser autant d'argent pour une équipe, pour l'instant, qui est, je veux dire, en dessous des ambitions des supporters de Saint-Étienne. Et vous le dites si bien, les supporters qui sont très remontés contre le staff directoire et puis les joueurs également. Voilà. Il semble même que certains supporters s'en prennent directement aux joueurs. Voilà pourquoi il y a beaucoup de CRS souvent devant les maisons des joueurs, etc. etc. L'ambiance est vraiment électrique. Parce que déjà, la journée précédente, ils avaient perdu face à Saint-Étienne, face à Monaco. Monaco, justement. Avant de perdre encore une nouvelle fois. Face à Guingamp. Il y a un autre club qui ne va pas très fort également, c'est Bordeaux. Battu par Montpellier, 2-0. Le même problème du côté de Bordeaux. Mais là, sauf que Jocelyn Gourvenec est toujours maintenu. Il est en poste. Mais il est aussi sur... Vous pensez que c'est trompe-l'œil? Ouais. Pour le moment, on le laisse le temps, mais je pense qu'il ne va pas continuer longtemps. D'ailleurs, quand vous suivez les matchs de Bordeaux, on sent un entraîneur qui n'a plus de solution. Même quand son équipe est dépassée par les événements. Oui, on a vu Bordeaux face à Monaco, ou une équipe la dernière fois. À Strasbourg Strasbourg, justement. Un match où Bordeaux était... Le seul qui sort du lot, c'est Toulalan. Mais lui aussi, il est dépassé. Voilà. Il est dépassé par les événements. Il faut le reconnaître. Bordeaux, champion de France en 2009, avec un certain Pascal Feindono. On se rappelle bien de cette époque-là. Les autres résultats? Voilà, Amiens qui se fait battre à domicile par FC Nantes dans ce match. Je pense que le Togolais avait quand même par deux fois l'occasion de permettre à son corps de marquer un but, mais il a vantagé ces occasions-là. Et finalement, c'est Nantes de Ranieri qui s'impose en déplacement, 1-0. Angers qui domine Dijon 2-1. Et nous allons venir sur... nous allons parler de ce club FC Metz. Oui, allons-y. Qui va mieux. Justement. Les deux dernières journées, 2 victoires lors des 2 dernières journées. Enfin. Et puis, pas des petites victoires. Je sais que chaque victoire, c'est 3 points quand même. Mais c'est 3-0 face à Strasbourg. Strasbourg qui a fait tomber le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, 3-0. Avec un bon match de Séville qui était passeur. Lui, il est toujours bon, Fifi. Oui, c'est l'un des 3 meilleurs avec, je crois, Rivière et un autre là, qui sont les 3 meilleurs les bons joueurs de ce club-là. Et déjà la journée précédente, ils ont battu en déplacement Montpellier 3-1. C'est magnifique. Et puis Metz a attendu les 2 dernières journées pour se faire une santé. Là-bas déjà, on pense maintenant au maintien. À un moment donné, on ne pensait plus au maintien. Puisqu'ils sont maintenant à 8 points du premier non relégable. Et donc ils ont 11 points le premier non relégable à 19 points. Ils se disent, s'ils continuent comme ça lors de la phase, pourquoi pas, peuvent se maintenir. Maintenant au classement, le PSG qui termine la phase aller et avec 50 points. Naturellement. Suivi de l'AS Monaco, 41 points. Lyon, 41 points. Marseille, 38 points. Nantes, 33 points. C'est quand même une belle surprise de voir Nantes 5e de dans le top 5. Oui, bien sûr. Et intéressant. En bas de classement, on retrouve Lille, 19 points. Angers, 18 points. Et puis FC Metz, 11 points. On va parler des buteurs. Cavani, 19 buts. Falcao, 15. Et Mariano Diaz, 13 buts, Nabil Fekir, 13 buts, et puis Neymar, 11 buts. Mariano Diaz, une belle révélation également du côté de l'Olympique Lyonnais. Bien sûr, qui a marqué également face à Marseille lors de la 18e journée. Sauf que lors du dernier match de Lyon, il a plongé dans la surface de réparation et l'arbitre est tombé dans un Bien sûr, on a sifflé un pénalty très jeune arbitre. Ça prouve combien de fois les joueurs restent des tricheurs. Des tricheurs. Des comédiens. La 20e journée, ce sera en janvier. Bon, ça c'est clair. À partir du 12 janvier. Comme en Allemagne. Strasbourg qui reçoit Guingamp. Le samedi, Rennes qui joue Marseille. Quand qui reçoit Lille, Dijon va affronter FC Metz. Montpellier joue Monaco. Nice joue Amiens. Troyes reçoit Bordeaux. Saint-Étienne joue Toulouse. Lyon reçoit Angers. Et puis Nantes
reçoit le PSG. Je crois que ce sera un match intéressant. Oui, Nantes qui reçoit le PSG, Nantes de Ranieri face à Unai Emery et ses joueurs. Bon, sûrement que ça va faire une belle affiche du côté de la Beaujoire. Et on va faire le frein, on va remonter le générique juste derrière. Ce serait du côté, oui. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Alors, nous nous intéressons à la Liga espagnole avec les résultats de la journée dernière. Oui, il y a eu déjà 2 journées. La 6e, c'était le week-end, et puis la 17e en cours de semaine. Oui. On va rafraîchir la mémoire des auditeurs avec les résultats de la 6e journée. Tout à fait. Girona a battu Getafe 1-0. Villarreal en déplacement bat Celta Vigo 1-0 également. Las Palmas, Espagnol, Barcelone se neutralise 2 buts partout. Et là, le match le plus sexy de cette 6e journée, c'est sur FC Barcelone contre La Corogne. Oui. Les Barcelonais se sont imposés sans grande difficulté 4-0 avec un doublé de Suarez et de Paulinho. Il faut rappeler également que Lionel Messi a raté un penalty. Les Ganes Real Madrid reporté parce que les Madrilènes étaient donc en Coupe du Monde des clubs. Séville, Levante, 0 but partout. Même résultat enregistré entre Atlético Bilbao et la Real Sociedad. Betis Séville en déplacement bat Malaga 2-0. Atlético Madrid épingle Alaves 1-0. La 17e journée qui a commencé depuis mardi. Levante et les Ganes se neutralisent 0-0 à Alaves grâce à El Haddadi. Bat Malaga 1-0. Conséquence, Alaves sort de la zone dangereuse. Getafe a bien réagi face à Las Palmas, 2-0 pour le club de Jin Dakonam. Et on va s'intéresser maintenant à la prochaine journée. Oui. Et ça commence... Mais d'abord, avant la prochaine journée, on va s'intéresser quand même à l'Atlético Madrid qui devient le nouveau dauphin du Barça devant Valence et le Real Madrid, Franck. Oui, je pense que l'Atlético Madrid est en train de se retrouver. Il y a eu un début de saison compliqué avec cette élimination d'ailleurs de la Ligue européenne des champions, le club qui ne se retrouve pas. À un moment donné, on pensait que Diego Simeone n'a plus la solution pour faire avancer ce club qu'on a connu il y a 2-3 saisons et qui a joué 2 finales de la compétition. Donc je pense que c'est bien pour Diego Simeone et ses hommes qui tentent de se retrouver et qui éjectent, on va dire, Valence de la 2e place pour s'installer. Donc je pense bien que ça va pouvoir continuer. Le championnat reste encore très long et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Fifi, l'Atlético qui revient peut-être à sa place. On attendait l'Atlético dans le trio et avec le Barça Real. Oui, allez-y. Le Real. Mais entre-temps, ils se sont fait dépasser par, je veux parler de l'Atlético et puis du Real, ils se sont fait dépasser par Valence et maintenant qu'ils sont en train de revenir à leur niveau tout simplement, on espère que ça va durer et que le suspense va aller jusqu'au bout, surtout puisque là, le Barça a pris vraiment de l'avance et que maintenant ça va se jouer entre l'Atlético et le Real sûrement. Vers la fin, on verra qui va prendre définitivement la 2e place. Et Getafe, Armel qui également se relance après avoir concédé une défaite entre-temps. Oui, c'est le chaud et le froid pour ce club de Jin Dakonan, mais pour le moment, le club est dans le coup. Oui. On va dire... première partie de saison réussie pratiquement pour ce club-là et je pense que c'est quand même bien pour nos Togolais qui avons un compatriote dans l'effectif de Getafe. Il va falloir continuer comme ça et pourquoi ne pas accrocher une place européenne justement pour permettre non seulement à Getafe mais surtout à Jin Dakonan de découvrir d'autres niveaux de football. Et le Real Madrid qui était du côté des Émirats pour remporter un autre trophée. Un autre trophée, oui. La Coupe du Monde des clubs. Oui, je crois que les Madrilènes méritent bien ce trophée parce qu'il n'y a même pas photo entre les deux formations. Le Real qui a gagné grâce à un Cristiano Ronaldo qui s'est mis en évidence sur un mètre coup franc. Je pense que les Madrilènes... pour l'instant, sont dans leur logique, gagner les trophées, même si la Liga est un peu compliquée pour la Maison Blanche, mais sur les autres tableaux, ils réagissent très bien. La preuve, ce trophée gagné. Et j'aurais dû entendre comme quoi, il semble même Fifi, je parle sous votre contrôle, vous qui aimez le Real Madrid.
J'aime Cristiano Ronaldo. Ah, d'accord. Il semble que les armoires du Real sont pleins, que le Real n'a plus besoin de trophées. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va en faire d'autres. Ah, d'accord. Moi, c'est sûr, pour mettre les trophées. Ça, c'est clair. Car le Real Madrid est un club qui adore les trophées. Oui. Ils aiment collectionner ces trophées-là. Et ils sont dans cette logique cette saison. Ils ont déjà gagné le trophée des clubs. Oui. Et maintenant, ils vont encore essayer de gagner la Ligue européenne des champions, même si la Liga sera difficile à gagner cette saison. Et on va s'intéresser, à ce gros match, el grande partido, nosotros dos equipos, Real Madrid qui reçoit le FC Barcelone, c'est demain à partir de 12h, temps universel, un match qui va être suivi par plus de 650 millions de téléspectateurs. Nous parlons du Classico Romeo y Tor. Le 237e Classico entre le Real et le Barça, ou le Barça et le Real. Oui. Même avant de choisir l'heure, c'était une discussion farouche. Ah oui, entre la Ligue voilà. et tous les Je crois que l'heure, ça avantage plus d'un, puisque tout le monde veut suivre ce match-là. Oui. Les paris qui se font déjà sur les réseaux. Oui. Je crois que ça va être un match très intéressant, surtout que cette année, tout le monde veut voir le vrai visage du FC Barcelone. Et ça va commencer forcément par ce match contre le Real Madrid. Le Barça aujourd'hui qui fait preuve d'une très bonne stabilité en défense. Le Barça et l'Atlético sont les deux meilleurs clubs défensivement parlant, bien sûr. 7 buts encaissés. Le Real en a déjà pris 11. Le Barça qui a mis plus de 30 buts déjà en Liga. Je crois que ça va être un match très intéressant. Le seul bémol du côté du FC Barcelone, c'est son attaque, le duo Messi-Suarez qui n'arrive pas à répondre à tous les coups, et la Paulinho qui vient également pour porter assistance à cette attaque barcelonaise. La défense, je l'ai dit, c'est une très bonne défense, et le système de Valverde également qui varie, parfois c'est 4-3-3, parfois c'est 4-2-2. Face au Real Madrid, on ne sait pas le système que va donc déployer Valverde. Mais quand vous prenez le Real Madrid, c'est une équipe également qui est en difficulté en Liga. On sait que la BBC, depuis le début de la saison, n'a jamais joué ensemble, et on annonce probablement le retour de Gareth Bale. Et si Gareth Bale devrait former le trio d'attaque avec Benzema et Cristiano Ronaldo, ça veut dire que peut-être l'animateur de cette équipe, Isco, sera absent, ce qui n'est pas pour l'instant l'option de Zinedine Zidane. Il a dit qu'il a joué le Classico en tant que joueur, il a joué en tant qu'entraîneur. C'est un match très attendu par les supporters madrilènes et du côté du Barça, parce qu'en octobre dernier, vous avez constaté qu'il y a eu une crise politique. Le Real Madrid qui est un club royal, donc lié au cercle du pouvoir du côté de Madrid. Vous prenez le Barça qui est un étendard de la Catalogne, donc sur le plan politique également ça se joue à ce niveau. Mais il y a un autre problème que l'on ne dit pas très souvent. En Espagne, lorsque un club gagne un trophée, le match qui suit, le club a droit à, on va dire, à une aide d'honneur. Ce qu'on appelle un pasillo. Voilà. Cristiano Ronaldo l'a réclamé, sauf que les Catalans ont dit non, parce que le Barça n'avait pas participé à la compétition en question. Voilà. Le Barça devrait faire, ça fait rire, mais c'est ça aussi le football, parce que le Barça dit qu'il n'avait pas participé à cette compétition, donc ne devrait pas faire d'honneur au Real Madrid. Mais quand on prend les deux joueurs, Messi et Cristiano Ronaldo, c'est vrai que cette année, Cristiano Ronaldo n'est qu'à 2 petits buts en Liga. Bien sûr, non, 4. Oui. Il y a eu un doublé. Il y a eu un doublé, justement. J'ai volé 2 buts. Tu risques de te faire des
Il y a une doublé, j'ai oublié ce match-là carrément. Après avoir gagné donc son 5e ballon d'or, il en a fait un doublé. Les deux joueurs sont à 57 réalisations, toutes compétitions confondues, les matchs officiels en club et en sélection. Donc ça va être un match assez important pour les deux joueurs. Mais quoi qu'on dise, Léo Messi est le meilleur buteur du Classico, puisqu'il en a mis déjà 24 et 14 buts inscrits à Santiago Bernabéu. Et on va faire le match avec des deux inconditionnels qui sont avec nous. On va leur passer le micro. Il y a monsieur Raymond Assiobon. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo. Comment vous portez? Très bien. Vous êtes un inconditionnel de cette émission et également un inconditionnel de la Casablanca. Et de l'autre côté, à ma gauche, lui, c'est Noël de Souza. Salut Noël. Bonjour Angelo. Comment tu vas? Et bonjour également à tous les confrères autour du plateau. En pleine forme? Grâce à Dieu. Et toi, tu es un inconditionnel du Barça, c'est ça? Oui, j'aime le vrai football. Hein. Donc, pour supporter le Barça. Mais en dehors de tout cela, oui. Le Classico, c'est un grand match. Donc, suivre une telle affiche avec tout ce qui entre en jeu, ça donne de la joie quand on aime le football. Alors, Raymond, je vais vous tourner vers vous. Le Classico, comment est-ce que vous appréhendez souvent ce match-là? En fait, nous commençons ce match en espérant la victoire du Real, naturellement. Et cette année, nous sommes convaincus que nous allons battre encore une fois le Barcelone. Parce que le football club du Barça cette année, moi, je ne le trouve pas flamboyant. C'est vrai, c'est le Real qui a plus déjoué que le Barça. Il y a 11 points d'écart entre les deux, mais c'est parce que le Real a mal commencé sa saison dû aux trophées, aux énormes trophées qu'on a raflés. Vous êtes rassasiés, n'est-ce pas? Nous sommes rassasiés, on n'a pas eu le temps de digérer. C'est pour ça qu'on a mal commencé, mais rien n'est joué. Tout à l'heure, Fifi parlait de la lutte pour la deuxième place, mais rien n'est joué pour la première place. Fifi, le Real va remporter le championnat. Junior, qu'est-ce que vous... Je dis Noël. Noël plutôt, c'est pas Junior. Noël, qu'est-ce que vous voyez du côté de cette affiche-là? Oui, je pense que ça va être une affiche très disputée parce que vous savez, Romero venait de toucher le plan politique avec l'indépendance de la Catalogne. Je pense que ça va également se transporter là avec les supporters de part et d'autre. Quand on sait que le Real Madrid, c'est un peu la capitale, c'est le club royal. Donc, ça va se jouer à fond. Maintenant, vous savez, il y a plusieurs enjeux. Quand la rencontre va se jouer à midi, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a également le côté économique et tous ces facteurs-là vont faire que le match va se jouer. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'il y ait du bon jeu, du bon football. Quand on nous dit déjà que Cristiano s'entraîne seul, un peu incertain, je pense que c'est pas bien pour cette rencontre. Il semble qu'il a été touché au mollet. Oui, au cours de cette finale. Vous savez, quand on a tous ces joueurs-là en forme sur l'aire de jeu, ça donne de la matière. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en tant que spécialiste ou si vous voulez journaliste. Il y a beaucoup de choses à apprendre au cours de cette rencontre-là. Maintenant, étant un peu du côté du FC Barcelone, je pense que si vous suivez un peu les Classicos en championnat de Zidane, il a gagné en revenant vers la fin de partie. Il n'a pas su dominer le Barça comme il le faut, avoir la maîtrise de la balle et dompter son adversaire. Donc, cette fois-ci, avec l'écart là, est-ce que Zidane ne va pas pécher en voulant d'entrée de jeu essayer d'aller acculer le FC Barcelone? C'est vrai que Romeo parlait de cette défense, mais sans Titi, c'est pas aussi solide que ça, c'est pas aussi coriace que ça. On sait ce que Titi a l'habitude de faire face à Cristiano Ronaldo. Donc là, je pense que ça va se disputer, mais attention à Zidane, s'il veut d'entrée de jeu aller titiller le Barça, il va se faire prendre dans son propre jeu. J'espère qu'il va toujours essayer d'observer la formation catalane et revenir en fin de partie, pourquoi pas. Maintenant, on sait que le Messi, lui, il est déjà en train de préparer sa Coupe du Monde. Et pour tous ceux qui le suivent, le connaissent bien, vous allez le voir en déplacement avec l'Argentine l'autre fois. Après un match, il est juste rentré en Catalogne. Ça veut dire qu'il a un objectif, c'est la Coupe du Monde. Aujourd'hui, avec l'écart là, c'est vrai qu'il va se donner, mais vous allez voir qu'il ne va pas tarder à lever le pied. Quand ça va être un peu dur, vous allez voir un Messi qui va baisser la garde parce qu'il sait qu'il y a déjà plus de points. Et peut-être lorsque le hasard va encore faire que ces deux formations vont se rencontrer, peut-être en Copa del Rey, vous allez voir des joueurs bien déterminés. Je parle de Messi, mais ainsi que de Ronaldo et tous ces joueurs-là, ils ont envie d'aller briller en Russie. Donc, il y a déjà ce côté-là qu'il faut voir. Maintenant, on espère qu'il aura du jeu.
finalement, le Barça va gagner. Raymond, on sait que le Real a eu beaucoup de mal cette saison à démarrer en championnat et à réussir ses matchs. Est-ce que pour Zidane, gagner ce match va lui donner beaucoup plus de confiance pour la suite? Bien sûr, heureusement que ce match vient après le match de Séville, où le Real s'est redonné confiance en inscrivant 5 buts en première partie. Et je pense que le problème du Real, c'est un problème de confiance. Surtout que, remarquez que depuis le début de la saison, le Real n'a pas eu son équipe type. Monsieur Raymond Yoto le disait tout à l'heure, où la BBC n'a même pas encore joué ensemble. Et on annonce encore déjà une probable absence de Ronaldo. N'est-ce pas une communication? On n'a pas besoin de ça pour battre le Barcelone. On n'a pas besoin de ça. C'est que le gars est vraiment touché. Il a beaucoup travaillé cette année. Et donc, je crains encore une remaniement de Zidane, une adaptation. Et quand on a une équipe où les remplaçants sont très jeunes, et la pression dérange souvent ces joueurs-là. Et au début des rencontres, ils ne s'y retrouvent pas, et avec une défense un peu fragile. Et on encaisse toujours, le Real encaisse toujours, ça c'est pas faux. Mais demain, vous verrez, ça serait une histoire de 4-2 en faveur du Real. Parce que le Real va encaisser, ça c'est pas faux, mais on va marquer au moins 4 buts. On a la bande, après on va vous la repasser. Non, mais je sais de quoi je parle. Justement, vous êtes dans la secret des dieux. Je suis dans la secret des dieux. Vous êtes le préparateur spirituel de Zidane? Non, en fait, je vis le match avant le match. Très souvent, je vis le match avant le match. Intéressant. Et je sais qu'il y aura des miracles demain. Et les Barcelonais espèrent creuser l'écart, mais ils seront surpris. On va rester avec vous et poser cette question. Est-ce qu'un classico sans Messi, sans Ronaldo reste un classico? Non. Le classico, depuis 10 ans, ce n'est plus Real-Barça, mais c'est Cristiano Ronaldo-Messi. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde veut suivre le match. Et donc, sans ces deux joueurs, le classico perd un peu sa valeur. Quand bien même c'est un match historique, c'est un match qui a fait plusieurs années déjà. Mais au jour d'aujourd'hui, la répétition ou bien la confrontation, la concurrence entre ces deux joueurs a donné une autre valeur à ce match. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sans les deux joueurs, il n'y a pas classico en fait. D'ailleurs, même s'ils sont là et qu'ils sont mauvais, enfin si par exemple Ronaldo n'a pas fait un bon match, on dit que le classico n'a pas eu la valeur de classico parce qu'on n'a pas senti les deux joueurs. La preuve que, franchement, jusqu'à ce que ces deux joueurs ne quittent la planète de football, sans les deux, il n'y a pas classico. Alors Franck, l'enjeu il est où pour vous dans ce grand match demain à partir de midi, temps universel? Mais l'enjeu est total pour Zinedine Zidane. Lorsqu'on voit un peu l'écart entre les deux clubs, 11 points avec un match en retard pour le Real Madrid. Pour revenir dans les pieds ou bien sur les traces du Football Club Barça, il faut d'abord gagner demain face au Football Club Barcelone. Parce que sans une victoire sur le Barça demain, je crois qu'on pourrait être tenté de dire que le titre est parti dans le camp barcelonais. Donc c'est un enjeu majeur pour Zinedine Zidane qui a fait jusque-là pas un très bon championnat. Et ce match viendra peut-être montrer à tout le monde que le Real reste un grand club, ou bien cette année, le Real a déjà laissé partir le titre. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que c'est un match important. Et rassurez-vous, Bale, pour moi, ne jouera pas demain parce qu'il sera trop juste. Et Zinedine Zidane a envie d'aligner un 4-4-2 avec Isco. Vous savez ce que fait Isco avec les Real actuellement. On ne peut pas se permettre de ne pas l'aligner d'entrée de jeu. Et puis surtout, c'est à domicile. Donc, c'est un match ultra important pour le technicien français Zinedine Zidane et qui a envie de gagner. De l'autre côté également, on veut totalement tuer le championnat déjà en gagnant devant le Real Madrid demain pour creuser l'écart peut-être définitivement. Donc, à tous les niveaux, c'est un match qui compte. Chaque année, ça vient, mais on n'a jamais eu assez de suivre un tel match parce que le plan politique vient s'ajouter.
il y a la capitale avec le Real Madrid et les indépendantistes avec la Catalogne. Donc, à tous les niveaux, c'est un match compliqué, important. Les sponsors sont dedans. C'est pas pour rien que ce match a été placé sur midi pour permettre donc aux supporters asiatiques de pouvoir regarder le match, de pouvoir faire leur pari. Et voilà, donc je pense que pour l'avantage, pour l'instant, l'avantage est dans le camp du Real avec 95 victoires, 92 pour le Barça, 49 matchs nuls. Donc je pense que on n'a jamais eu assez de suivre un tel match quand il y a Cristiano qui peut-être vient avec une certaine confiance désormais et qui est dans la provoque en demandant aux joueurs barcelonais de faire la haie. C'est déjà le match qui commence. Donc voilà, et on a envie d'aller très vite vers ce match et que le régal commence. Et Fifi, et Franck l'a dit, le régal, mais est-ce que on sait souvent que dans les classicos, quand Sergio Ramos sort des trucs assez extraordinaires, non seulement il est bon sur le terrain, mais il est également dans la provoque avec Piqué et tous les autres. On va encore assister à ça demain? Oui, puisque ça anime souvent les classicos. Mais ce que nous demandons, c'est de voir le jeu, moins de provocation. Quand il se retrouve comme ça, c'est souvent un grand match. C'est un grand match. Retrouver le Real et puis le Barça, les joueurs du Real et du Barça sur le terrain, c'est un grand match. Mais s'il peut avoir moins de provocation, plus de jeu sur le terrain, moi, ce serait en tout cas préférable pour tout le monde. Maintenant, au-delà de tout ça, moi, je dis, un classico reste un classico. C'est vrai que dans le championnat, le Real n'est pas en forme. On l'a retrouvé, certes, face à Séville, 5-0, mais ça ne nous dit pas que le Real est vraiment revenu dans ce championnat-là. Quand on prend le Real depuis le début de la saison jusqu'à maintenant, on se dit, sur le papier, tout le monde va se dire, le Real n'est pas favori, que le Barça est favori. Par rapport à la constance, la dynamique, depuis le début de la saison, on peut se dire que le Barça est favori dans ce match parce que le Barça n'a pas encore, je crois, de défaite. Invaincu avec l'Atlético Madrid. Dans le championnat jusqu'à maintenant. Donc, on peut se dire que, vu le parcours, le Real qui s'est fait même battre par un promu dans ce championnat-là, que le Barça a la faveur des pronostics. Mais non, moi je dis, c'est un classico. Et un classico, quelle que soit la forme de l'équipe avant le classico reste le classico. Et tout le monde toutes les deux équipes se transcendent pour jouer ce classico-là. Et Franck vient de le dire, le Real veut réduire l'écart. En même temps, le Barça se dit, si je gagne... Je prends de la distance. Je prends de la distance. Moi, je dis que si le Barça gagne demain, ce sera fait pour ce championnat-là. Moi, je suis pratiquement sûr. C'est pourquoi il faut que ce match-là soit plaisant, intéressant depuis jusqu'à la fin, pour que les supporters aussi en prennent pour et nous citons Sergio Ramos qui dit le Classico est un grand match. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. C'est un match à part, le match le plus important du monde. Armel Lawaba, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore fait votre analyse. Demain, le Real qui reçoit le Barça, c'est quoi le contexte pour vous? Comment vous l'entrevoyez? Oui, je pense que beaucoup ont déjà tout dit. Le Classico reste le Classico, peu importe la forme de l'une des équipes, même premier contre dernier, le dernier peut s'imposer. Moi, demain, je n'ai pas encore le nom de l'équipe qui va s'imposer. Mais la chose... C'est du 50-50. Oui, parfaitement. D'accord. Mais la chose importante pour moi, c'est de voir enfin Valverde rentrer dans ce contexte de Classico. On sait qu'il a été accueilli avec notamment la Super Coupe d'Espagne, je crois, justement, où il a perdu. Maintenant, c'est à lui de... Pardon? 5-1 D'accord. D'accord. Ah, ça, c'est une bonne pique. Il va falloir l'inviter plus souvent. Bon, donc, comme je le disais, c'est l'occasion pour Valverde, le technicien qui n'a pas du tout fait l'unanimité avant de venir en Catalogne, de rentrer maintenant dans ce contexte de Classico et de montrer qu'il a aussi de la valeur. Je pense qu'il a les joueurs pour. En rappelant tout simplement que demain, c'est samedi et c'est à partir de midi. 0-0, on peut le dire ici, entre le Real Madrid qui reçoit le FC Barcelone. Souvent, c'est des tifos énormes, c'est de l'émotion. C'est un match assez exceptionnel. Noël, vous pronostiquez combien pour demain? Un pronostic pour demain? Oui. J'en ai pas l'habitude. Mais pourquoi pas pour
un joyeux anniversaire à Franck. Non, à Franck et à moi également. Tu es né aujourd'hui. Noël. Non, le 25, à l'instar. Tu es né le 25. À l'instar de Franck, la précision, c'est que je suis né lundi et la fête également, c'est lundi. Waouh. Donc, c'est une bonne chose et je dirais, pourquoi pas. Ça a duré, j'ai plus vu Messi mettre un triplé à Bernabeu. Ça me ferait plaisir. 3-0. Pourquoi pas. Intéressant. Vous l'aviez dit déjà 4-2, c'est ça? Il a dit au moins 4 buts. Et il faut préciser que demain sera la relance de tous les matchs, c'est-à-dire compétition entre Real et le Barça. Le Real va gagner, va permettre de mettre la pression sur le Barça. Et Ronaldo va faire un doublé. Pour mettre la pression sur Messi, pour le rattraper. Parce qu'il a promis fini Pititi. Oui, il a promis. Il a promis fini Pititi. Donc il a commencé 2-2-2. Assez intéressant. Je remarque souvent, les supporters du Real sont dans leur monde, où tout est parfait. Ronaldo signe un doublé. Donc c'est incroyable. Merci beaucoup Raymond Siobon. Merci également à Noël. On va faire le frein cette fois-ci. On va s'intéresser aux questions des auditeurs. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Alors, la première question, elle est de Hubert Aka. Il a posé la question à savoir, est-ce que Bale va jouer le Classico? Bon, je pense qu'on a un peu devancé. Il est incertain, mais c'est probable qu'il joue demain, même s'il n'est pas titulaire. Zidane peut l'aligner? Pourquoi pas? On ne sait jamais. C'est un match assez capital. Il faut dire que c'est un joueur qui va très très vite. Balle au pied. Sauf qu'il n'est pas à 100% de sa forme physique, mais on ne sait jamais. Gareth Bale, l'ancien joueur de Tottenham. Ah oui, c'est un joueur qui va très très vite. La deuxième question est de Cyprien Dojam, qui est le joueur le mieux payé du monde actuellement. Vous avez une idée? C'est Carlos Tevez, contrairement à tout ce qu'on peut penser. Oui, Carlos Tevez. Mais suivez-moi très bien dans le développement pour comprendre la chose. Actuellement, s'il ne s'agissait que de ce qu'il engrange au niveau de son club, c'est Carlos Tevez. Sans compter la pub. Voilà, avec 40 millions d'euros net par an. Suit Neymar Junior, actuellement au Paris Saint-Germain, 35 millions d'euros par an, avant de voir Lionel Messi à 22 millions d'euros. Maintenant, quand on revient avec tout ce que le joueur engrange avec les contrats pub et tout, là, la différence, elle est là. Alors, c'est bien sûr CR7. Alors, justement. 87,5 millions d'euros par an. Avec tous ses contrats pub et également son salaire au Real Madrid. Suit Lionel Messi, décidément. On les voit partout. 76 millions d'euros par an. Voilà. Et après, on pourra citer Neymar, qui est à 55 millions d'euros. Gareth Bale, dont on vient de parler, 41. Et puis, curieusement, Ezequiel Lavezzi, depuis son départ en Chine, il est à 28,5 millions d'euros. Moi, je pensais qu'on allait dire Ezequiel. Justement. Je reprends. Ezequiel Lavezzi. C'est Lavezzi. Oui, ça, c'est intéressant. Et surtout, merci pour les détails. La troisième question, Franck également l'a effleuré entre-temps. Elle est de Jacques Siliadin. Pourquoi Aubameyang a prolongé avec le Borussia Dortmund? Oui, c'est parce que le joueur a été déçu. Vous savez que c'est un fan du Real Madrid. Il avait envie quand même de séduire le club en mettant but sur but. Il a été meilleur buteur de la Bundesliga lors de la saison dernière, mais ce club n'a rien dit, on l'a même pas approché. Donc, à un moment donné, il est déçu. Il a voulu continuer avec... C'est un rêve brisé? Bon, pas totalement. On peut dire que le Borussia a également envie de le blinder. Si quelqu'un vient demain pour le chercher, il doit mettre de l'argent. La clause libératoire va être très 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 grande. Donc je pense que au-delà de ça, il a eu une revalorisation salariale intéressante qui lui permet quand même de rester et de pouvoir continuer avec le Borussia Dortmund. Quatrième question. Et puis surtout, sa clause libératoire était de 100 millions d'euros, ce qu'ont refusé les nombreux clubs qui l'ont approché. Mais 100 millions ne dépasse pas le Real Madrid quand même. Ah oui. Sauf que le joueur n'est plus au même niveau. Par rapport aux performances. Oui, par rapport aux performances. Donc, et puis peut-être le départ du coach aussi lui a permis de
prolonger. Pourquoi pas. On va s'intéresser à la 4e question qui est arrivée dans notre boîte. Mais le Milan AC va-t-il être suspendu par l'UEFA à cause du fair play financier? J'espère surtout qu'ils vont être suspendus à cause de leurs prestations avec les millions qui ont été jetés. Oui, effectivement, il y a une enquête ouverte contre le club italien. Oui. Vous savez, c'était pas moins de 200 millions d'euros de recrutement cette intersaison, voilà quoi, pour le fair play financier. Ça ne le fait pas. Quand on sait que Paris n'a pas fait tant que ça, avec un seul joueur, 222 millions d'euros. Paris également est dans le collimateur. Oui. Donc, il va falloir maintenant du côté du Milan lâcher certains joueurs pour équilibrer les choses. Ce qu'ils s'attellent à faire très rapidement pour ne pas justement être frappé par cette loi du fair play financier. Le Milan sait qu'il y a des soucis partout, et sur le terrain et du côté de l'administration. La 5e et dernière question, elle est de Blaise Ekoué, qui est le meilleur buteur africain de l'histoire de la Serie A italienne. Malheureusement, le patron n'est pas là. Oui, il n'est pas là. On va reporter l'examen. D'accord. On reporte, comme vous l'avez dit. L'examen. Ce sera au prochain numéro. On va vous revenir avec plus de précision par rapport à cette question de savoir qui est le meilleur buteur africain de l'histoire de la Serie A italienne. Et on va faire le frein, on va remonter le générique et juste derrière, on s'intéresse aux termes sportifs. Le thème sportif dans ce nouveau numéro de Plateau Foot Europe, c'est le TOS. Franck Nounyama. Oui, le TOS, c'est un thème qui au départ a été, on va dire, utilisé en rugby. Avant de commencer la partie, l'arbitre appelle les deux capitaines et puis on passe à une cérémonie rituelle, je peux le dire ainsi, avant de commencer le match. Mais depuis très longtemps déjà, le football également a emprunté ce terme. Oui. C'est-à-dire, vous allez voir, avant le début de la rencontre, il y a les deux capitaines, l'arbitre et une petite pièce de monnaie. On passe à un tirage au sort pour déterminer celui qui va d'abord chercher le camp où il va commencer et l'autre qui va pouvoir engager la partie. Donc c'est une cérémonie qui se fait, tout le monde le voit. Lorsque vous voyez un match à la télé, vous voyez au centre et il y a une cérémonie, l'arbitre qui lance une pièce pour déterminer qui va commencer, qui va choisir le camp. Donc c'est ça en fait le TOS. On se rappelle quand on était petit aussi, on le faisait, non? On le faisait, on lance une pièce de 25 francs. Oui, voilà. Pour dire il est là, toi dis quoi. Il y a un camp, il y a ainsi de suite. C'est ça en fait c'est ça le TOS. Le TOS différent du toast. Voilà. Ça c'est. Il faut mettre une différence. Il faut mettre une différence. C'est ce que nous allons faire juste après. Ah, justement. Et là, souvent, on parle de porter un toast. Voilà. Ça s'écrit T-O-A-S-t. Le toast, c'est T-O-2-S. Ah, ça c'est important. Pour ceux qui nous concernent. Justement, chers auditeurs, faisons bien la différence entre le toast et le toast. Et c'était le terme sportif. J'ai l'impression de suivre un cours de français. Ah, mais bon, tu sais, Plateau Foot Europe, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Franck Nounyama. Ça a été un plaisir. Et on va s'intéresser cette fois-ci au top 3 africain juste derrière le générique. Nous sommes de retour dans le studio Messanyamé avec Fifi Assogbavi, Franck Nounyama, l'anniversaire et l'homme le plus heureux. Aujourd'hui, vendredi 22 décembre 2017, Roméo est également là, Armel Waba, sans oublier nos deux frères, on peut dire le Madrilène à ma droite, le Barcelonais à ma gauche, Raymond Assiobo et Noël de Souza. Nous allons nous intéresser cette fois-ci au top 3 africain. Fifi, vous êtes la seule dame parmi nous. Nous vous faisons honneur, votre top 3 africain. Je commence par Mohamed Salah. Décidément, à chaque journée, à chaque numéro, il est là. Parce qu'il impressionne, il a encore marqué. Oui. Il est meilleur buteur de la Première Ligue. Et pour un Africain, c'est intéressant. D'accord. Deuxièmement, je pense à qui? Je pense encore à son ami Sadio Mané. Et en troisième position, je veux mettre Keita Baldé qui a marqué également. De Monaco.
Oui, il y a un but la dernière fois avec Monaco. Ah oui, ça c'est un top 3 africain. Il y a un Égyptien, il y a un Sénégalais, il y a 2 Sénégalais. Ouais, Franck Mougnama. Non, moi je remets les finalistes parce que c'est une grande saison pour les 3. Oui. Je mets donc Salah, Mané, Aubameyang. Est-ce que ce sera le verdict Ce sera ici. Ce sera ici. Oui, dans l'ordre. Moi j'imagine. Oh là là. Roméo Hector. Je mets Mohamed Salah pour sa saison pharaonique du côté donc de son club. Oui. En deuxième position, je mets Pierre-Emerick Aubameyang. Et puis à la troisième position, je mets Mathieu Dosevi. Mathieu Dosevi, ah oui, qui fait de belles choses du côté du FC Metz. Armel Ouaba. Pareil, Salah qui vient, Aubameyang et puis Mathieu Dosevi. En Super League, il y a Istanbul Başakşehir d'Emmanuel qui est de nouveau leader. Ah oui, ne soyez pas surpris, c'est ça la réalité. Parce que la dernière fois, Istanbul a battu 4-1 Antalyaspor. Adebayor n'était pas là. Il n'était pas là justement parce qu'il avait pris 2 cartons jaunes, donc il était suspendu justement. Fenerbahçe a battu Karabouspor 2-0. Pendant ce temps, Galatasaray était battu par Malatyaspor 2-1. À l'heure où nous parlons, à la 16e journée, Istanbul est leader avec 33 points, plus 12 au goal différentiel, suivi de Fenerbahçe 32 points, plus 14, et puis Galatasaray 3e avec 32 unités, plus 13. La 17e journée se joue dès ce week-end avec Kashim Pacha. Il faut manger beaucoup d'oignons pour prononcer de tels noms. Kashim Pacha qui reçoit Istanbul, c'est le match entre le 11e et le 1er. Et puis Galatasaray qui joue face à Göztepe, un ancien club d'un certain... le milieu togolais. Ah oui, Prince Séguéfia. Ah oui, Fifi, vous avez la palme d'or. Et on va s'intéresser cette fois-ci à notre anniversaire. Aujourd'hui, c'est un jour anniversaire de notre rédacteur en chef, Franck Mougnama. On peut l'appeler également François, Friends. C'est comme vous voulez. Voilà. Amina, comment on dit François? Non, c'est François. C'est François. C'est François. Roméo, que dire à Franck Mougnama pour ce jour spécial? C'est un jour spécial, comme tu l'as dit. Donc, rien que des choses spéciales pour Franck. Ah oui. Puisque je suis aussi Kofi, donc... Ah, ça c'est la révélation du jour. Ah ben dis donc. Donc c'est ça, donc plein de succès, et que le meilleur arrive à Franck Mougnama, et comme ça moi aussi je vais en profiter. Il y a souvent un adage qui dit Ahmed Baba. Oui, un Kofi également. Donc, vous êtes un Kofi? Bien sûr. Oh là là. Vendredi. Alors, vous aviez entendu l'anniversaire de Franck pour annoncer le Kofi. Donc, joyeux anniversaire, mon rec. Un homme tout simple, tout simple, il faut le dire. Moi, je le suivais depuis Télésport. Tout à fait. Je l'ai toujours admiré. Il a ça dans la peau. Donc, plus de progrès dans son métier et puis dans sa vie privée, plein de bonheur. Et voilà quoi, vivement l'année prochaine. Vivement. Fifi Asogbavi. Joyeux anniversaire à toi, Franck. Beaucoup de bénédictions, surtout la providence veille sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Merci. Et puis que le métier aussi avance, beaucoup de progrès, beaucoup de vertus et de surprises agréables pour toi cette année. Alors, Raymond Achiobo, vous connaissez également Franck Mougnama depuis plusieurs années. Vous êtes en face de lui, c'est l'occasion également de lui dire de bonnes choses. Oui, Franck, je crois que tes collègues ont dit déjà beaucoup de choses. Je ne peux que demander une pluie de bénédictions pour toi et que ce jour soit un pas et marque le début de renforcement de ta foi en Dieu et que tu ne perdes pas l'espérance pour tes projets. Merci. Car l'espérance ne trompe jamais. Merci. On dirait un pasteur. Hein? On lui pose la question à la fin. Justement, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle le disait avec tellement de sérieux. D'assurance. Moi j'ai dit amen. Voilà. Absolument. Noël, votre mot? Joyeux anniversaire à Franck, c'est également un doyen parce que vous savez, Franck il a beaucoup de la matière pour le dire, c'est pas parce que je suis en face de lui et ce que j'ai l'habitude de souhaiter aux gens, c'est plus la santé et la protection divine.
Maintenant, le reste, il a déjà de la matière, il bosse. Et je pense qu'avec l'aide du Tout-Puissant, les choses vont rentrer en ordre de CFA en euros. Ça, c'est maintenant que tu as parlé, quoi. Avant de Donc, c'est ça, Franck. Courage et que Dieu nous garde. Merci. Ah oui, merci beaucoup. Et surtout, Franck, qu'on joue le match. Intéressant, parce que le match on l'a plusieurs fois reporté. Et bien cette fois-ci on le joue. Voilà. On va le jouer. En tout cas, plein de bonnes choses de la part de l'Éternel à ton endroit et surtout à l'endroit également de toute ta famille. Comme tu l'as si bien dit, quand c'est bon pour la bouche, ça rejaillit sur... sauf que Roméo n'a pas de barbe, donc il va laisser pousser. Je les reste souvent, donc je vais laisser pousser. On va s'écouter le tube, le morceau de Matt Houston et on est toujours en studio. Joyeux anniversaire. Faut que tu bouges dès que t'entends ce dub, ok. Happy birthday. Cette nuit on va danser. Tu as un an de plus aujourd'hui, nous qu'à triper. Si tu es boulé, on s'en fout, c'est ta soirée. T'inquiète pas, on te ramassera. Happy birthday. Si Babylone vient te déranger, tu t'en fous, c'est qu'une fois dans l'année, ok. Happy birthday. Pousse les watts, je veux toutes les mains levées. Pousse le DJ s'il est fatigué, ok. C'est ton birthday. Cette nuit on va danser. Tu as un an de plus aujourd'hui, nous qu'à triper. Si tu es boulé, on s'en fout, c'est ta soirée. T'inquiète pas. Happy birthday. Des bougies, on est entre amis. Happy birthday. La voix c'est pour la flow. Chin, happy birthday. Que tu sois enfermé après nous à fleurir, on pense à toi. Happy birthday. Oh gosh. Happy birthday. Et nous, on est toujours dans l'ambiance de ce Happy Birthday. Oui, c'est bientôt également Noël. C'est bon, je t'appelle pas. Je t'ai pas appelé. Donc, lundi. on va faire nos dédicaces également à tous ces inconditionnels de Plateau Foot Europe et de Sport FM. Roméo Yetor. Oui, je salue tout le monde, ceux qui nous écoutent actuellement, tous ceux qui nous hébergent dans leur poste récepteur. Recevez nos salutations et nos amitiés. Je pense spécialement à Diobo, Jean-Claude, qui écoute très souvent cette émission. Ah oui. Son confrère Elom Dogba alias Papa Baby, qui dit qu'il est aussi Kofi. Décidément. Donc il souhaite un joyeux anniversaire à Franck Nuyama. Oui. Je passe mes salutations également à Kofi de Balou, qui écoute également cette émission, Kessilik aussi, et à tous les autres. Merci beaucoup Roméo Yetor. On va passer du côté de Fifia Sogbavi. Elle aussi, elle va dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent. À tous ceux qui nous écoutent et aux fans qui sont avec nous, je veux parler de Raymond, Monsieur Raymond, Noël. Et joyeux anniversaire par anticipation. Je pense à Zarif, je pense à Gordo, je pense à Léonce et qui nous suivent en ce moment. Oui. Et je n'oublie pas Elia Tipo qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Eli. Et notre confrère et puis l'autre confrère aussi, Honoré Adontu également qui fête son anniversaire aujourd'hui. Décidément, les journalistes sportifs sont à la mode. Joyeux anniversaire à eux également. Bon anniversaire à vous messieurs. Armel Ouaba. Joyeux anniversaire à tous ceux qui en cette journée comme spéciale journée, voilà. Donc, tout à fait. À tous les participants de la plateforme PFE, joyeux Noël à tout le monde. Ah oui. Alors, on va se tourner vers l'homme du jour. Le happy man. Non, vous êtes the happy one? Non, on peut dire aujourd'hui.
Et parce qu'il n'y a qu'un seul au monde. J'emprunte le terme aujourd'hui. Voilà. Allez-y, Franck Nunyama. Non. Je voudrais d'abord vous remercier. Je suis très ému, touché par tout ce que vous avez dit à mon endroit. C'est vraiment de l'émotion et je remercie tout simplement tout le monde pour ses intentions. Et puis je voudrais également remercier le patron de cette maison, le fondateur qui nous a donné l'occasion de faire ce que nous aimons faire tous les jours, l'administration, sans oublier la DG. Je remercie également le personnel. Tout ce beau monde m'a envoyé quelque chose ce matin, c'était très touchant. Je remercie. Si vous n'êtes pas là, je ne suis pas là. Donc, retenez ça quand même. Alors, je voudrais dire bonjour à Esther, bonjour à Lala, bonjour à mon fils Kenneth Nunyama qui certainement me suit. Bonjour à Daniel. Va-t-il devenir comme vous, journaliste, sportif? Je ne sais pas. Pour l'instant, il fait la G2. J'ai fait la G2 aussi. Donc, il est sur les traces de papa. Donc, voilà. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Léonce, Innocent le taximan, One Love le Barcelonais. Et voilà, bien de choses à tout le monde, à tous les fidèles de cette émission. Que du bonheur à vous, Franck Nunyama, notre rédacteur en chef et spécialiste, dans cette émission Plateau Foot Europe. C'est le patron de la Bundesliga. Bonjour également à Benoît Nousoukwe, à Ortega, à Ibrou, à Yvette Clousset qui a fêté son anniversaire le 20. Le 20, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le 20. Le 20 dernier, justement. Bon anniversaire également à toi. Bonjour à Sika, à Léonce, à Evelyne Benyedi, Rodrigue Amekouji, n'est pas du reste, Tchak et puis Yasmine. Nous disons également bonjour à toute l'équipe de la JST, sans oublier celle de Presse Sporting Club. Oui, tu fais la tête, c'est parce que tu fais partie de la JST, c'est ça? Nous n'oublions pas tous nos collègues de Sport FM. J'ai nommé Latif Yorouma, Grégoire Ratti, Elom Adovan, Jacques Pekemsi, Kelly Akweso, la jeune Afi également. Notre secrétaire n'est pas du reste également, sans oublier Sa Majesté Pélagie Mekoum, Jules Gamligo également. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Merci à Noël d'être passé. Merci Angelo et merci également à tous les confrères. Salut, coucou spécial à tous les branchés de la plateforme Barcelona Forever. Si je ne les fais pas dédicace, c'est qui va me tuer. Donc vous êtes servis et par anticipation, joyeuse fête à toutes et à tous. Merci Raymond d'être passé au studio. Angelo, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir permis de prouver que le Real de Madrid n'est pas encore mort. et je leur remercie toute l'équipe ici présente. Et je suis à votre disposition pour d'autres invitations. Merci beaucoup. Quand le Real veut jouer. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les membres de Solidarité Football Club. Et la chorale Espérance, dont je fais partie, et Sylvain, Constant, tous ceux qui nous suivent, Ghislain, etc. Merci beaucoup. Et bonjour à ma famille. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux dans ce studio bleu de Sport FM. On tend vers la fin de cette émission mise en onde par Sa Majesté Pélagie Mekoum. Au web mastering, il y avait Elom Adovan qui est resté pratiquement tout debout durant toute l'émission. Merci pour le sacrifice consenti. Merci également à vous, chers spécialistes, d'être là tous les vendredis. Nous disons également bonjour à Ezekiel Ayataï qui n'était pas des nôtres ce vendredi, mais ce serait bon pour la prochaine fois. Merci surtout à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On se dit vendredi prochain, même chaîne, même heure sur Sport FM. Et surtout, joyeux Noël. Surtout, merci. Ah oui, joyeux Noël à Noël. Ciao, ciao. Encore bon anniversaire, Franck Nunyama. Merci.